Et on explore depuis 2 ans ces questions de prospective, de nouveaux récits, d'imaginaire. C'est plein de mots qu'on va joyeusement définir ensemble. Et j'ai la chance d'avoir ces intervenants et intervenantes avec moi aujourd'hui pour prolonger cette discussion et j'espère provoquer des discussions avec vous dans le public. Juste un petit passage rapide sur ce projet. En fait, nous, on est une fondation, une association, une organisation qui travaillons à le développement professionnel des enseignants sur la question de l'enseignement au changement climatique. Et en fait, quand on commence à travailler sur l'enseignement au changement climatique, on va aller vers beaucoup de sujets pluridisciplinaires et pas que la science du climat et pas que l'effet de serre, mais aussi des enjeux beaucoup plus de société, de questions socialement vives et des enjeux de comment on pense le futur et comment on imagine notre société actuelle dans le futur, qui est impacté et qui va être impacté par le changement climatique. Et à ce titre, en fait, on explore différentes pistes ce qu'on appelle des innovations pédagogiques. Donc, on travaille avec différents acteurs, des acteurs de terrain. On a énormément d'enseignants avec qui on travaille. Là, il y a quelques enseignants qui mettent en place des choses avec nous sur le terrain, au collège, en primaire, mais aussi avec des acteurs comme ce master de design graphique qui va créer des ressources avec lesquelles on va pouvoir tester des choses. La finalité, c'est évidemment les enseignants, mais surtout les élèves derrière. Et donc, cette journée nous a permis de parler de ces projets-là et de continuer à innover, on espère, pour les élèves. C'est un petit peu pour contextualiser, mais là, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet avec des présentations assez courtes de chacun d'entre nous ici. J'ai un ordre qui est complètement aléatoire, et donc je commence par Makan Fofana. Donc vous vous appelez? Je m'appelle Makan Fofana. Super, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage La banlieue du Turfu. Vous êtes également le fondateur de l'Hypercube. C'est un laboratoire? Un studio de design qui accompagne les publics qui veulent penser le futur. Super. Alors votre sujet de prédilection, c'est quoi? Le Turfu. Ouais. Quoi d'autre? Les imaginaires. Ouais. Il m'en reste 2 encore. Prospective, mais maintenant je préfère dire science-fiction. Ok, super. Vous défendez une écologie qui ne se limite pas aux gestes ou aux normes, mais qui... Compliqué celle-là. Là, je sais pas. Qui touche à l'imaginaire, oui. Au rêve aussi, voilà, et aux sensibilités. Alors, si vous deviez définir votre vision à vous du Turfu en quelques mots. Je pense qu'on aura toute la conférence pour en parler, mais c'était assez simple. J'habite dans un quartier populaire et je n'étais pas heureux, tout simplement. Et la question, c'était de savoir, puis-je imaginer un futur dans lequel je serais heureux, vivant dans mon quartier. Ok, merci. Je passe à Pauline. Voilà. Alors, Pauline, vous vous appelez du coup? Pauline André Dominguez. Super. Et vous êtes chercheuse doctorante en littérature et écologie, et particulièrement en zoopoétique. En zoopoétique. Est-ce qu'on peut le définir là maintenant tout de suite? Peut-être on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Dans la suite, je vais revenir. Super. Gardez ça en tête, zoopoétique, ça reviendra. Et est-ce que tu peux nous donner tes affiliations de centre de recherche? Oui, alors moi, je fais un grand écart disciplinaire. Je suis à la fois à l'école des hautes études en sciences sociales, donc dans un labo qui s'appelle le CRAL, le Centre des Arts et du Langage. Et je suis aussi dans un labo d'écologie au Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle le CESCO. Et pour finir l'affiliation, je fais partie d'un programme de recherche qui s'appelle le Programme National Océan et Climat, le PPR, du CNRS et de l'IFREMER. Et voilà, je m'inscris dans le défi numéro 7. Partager la découverte de l'océan et les enjeux sociétaux qui y sont liés. Hop, fini. C'est long, hein, Super. Et du coup, ça déroule sur un peu le sujet de thèse, si tu peux en dire deux mots. Mon sujet de thèse, c'est de co-élaborer des récits zoopoétiques, justement, dits zoopoétiques, pour partager des savoirs au plus grand nombre, des savoirs nécessaires dans un contexte de transition écologique et sociétale, en gros. Merci. Et vous décrivez votre travail comme une alliance entre
Eh ben oui, entre science, fiction et poésie. Moi, du coup, ma recherche, c'est une recherche création et je navigue entre la littérature, l'écologie, mais aussi une autre science du vivant qui s'appelle l'éthologie. Et j'ai aussi un terrain d'atelier de laboratoire de récits. Merci. On aura le temps d'en reparler. Serge, voilà, c'est à toi, à vous. Vous vous appelez donc, ça arrive. Je m'appelle Serge Yémé. Et vous êtes doctorant sur les représentations sociales du changement climatique et les images du futur des élèves du Sud Togo. Voilà. Super. Et avec des labos Alors, je suis à l'EFTS, à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et à l'INSFEA, l'école d'agronomie, voilà. À Toulouse. Super. Mais vous habitez dans le coin? J'habite à Paris. Super. Et alors, pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique spécifique des représentations du futur? Alors, du coup, disons que le Togo, c'est mon pays d'origine. Il est affecté par le changement climatique et plus particulièrement quand on va au sud du Togo, ça se matérialise par l'érosion côtière, c'est-à-dire la montée des eaux qui commence à faire ravage. Voilà, c'est ça. Super. Et donc dans votre terrain, qu'est-ce que vous avez remarqué chez les jeunes justement? Comment le futur est perçu? Alors du coup, avec la phase préliminaire, c'est-à-dire que les études exploratoires au début, chez les jeunes, on sent que le futur est sombre déjà, catastrophique. Les jeunes n'arrivent pas à se détacher du présent, c'est-à-dire le présentisme. C'était ça au début, mais avec les activités après, il y a eu de l'amélioration et voilà une vision plus écologique du futur, si je peux dire. Super, merci. On va revenir là-dessus. J'en appelle maintenant à Jules. Donc vous vous appelez évidemment Jules Collet. Super, et vous êtes auteur et consultant spécialisé dans l'étude de l'imaginaire en faveur des transitions. Parfait. Et donc vous avez récemment coordonné une étude pour l'ADEME. Qui s'intitule « Mobiliser la société à travers le prisme de l'imaginaire ». Parfait. Et alors, qu'est-ce que vous avez pu explorer dans cette étude? Je m'intéresse avec qui on pourrait agir et surtout comment on pourrait tenter de renouveler les imaginaires collectifs pour engager les transitions, justement. Merci, une très belle transition. Et donc, vous vous interrogez sur la manière dont les nouveaux récits peuvent transformer. Dans quel but finalement? L'idée, oui, c'est de voir de quelle manière on peut essayer de renouveler nos relations au monde vivant, donc à soi, aux autres humains, aux vivants plus largement, et de voir comment ça peut être réellement transformateur et pas tomber dans des logiques de réappropriation marchande ou de consommation, de divertissement, et en quoi ces notions de mise en récit, d'imaginaire vont aller plus loin et nous donner une puissance d'agir par rapport à ces thématiques. Trop bien, merci. Alors on passe à Laure Siffert. Vous vous appelez Laure Siffert. Et vous enseignez au DSA Design graphique, narration multimédia de Boulogne-Billancourt. Donc c'est un niveau Bac+5. Ok. Alors depuis 2021, vous collaborez avec l'OCE. Dans quel but ? Dans le but de travailler cette question vive du changement climatique avec les étudiants de design graphique et de mettre au service donc les possibilités du design graphique pour travailler les imaginaires. Super. Et alors si vous pouviez résumer un peu plus en détail l'apport du design graphique pour ce public-là d'élèves Donc sur le projet de la Fabrique des Futurs cette année, l'idée c'est vraiment avec le design graphique, donc avec ce travail de la forme, si vous avez eu le temps d'aller voir l'exposition, vous avez certainement vu qu'il y a énormément de richesses graphiques, illustratives, donc avec ce travail-là très sensible du dessin et du graphisme, travailler sur d'autres visions du futur. Merci. Et je passe à Ève. Alors, vous vous appelez Ève Benoît-Veillet. Et vous êtes? Je suis étudiante, du coup, en DSA, design graphique et narration multimédia à Boulogne-Billancourt.
Et vous avez travaillé effectivement sur ce projet. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi votre implication dans le projet? Alors, on a reçu une directive de projet, un brief, et on est allé faire une enquête sur le terrain dans un collège à Créteil. Donc, on a dû mettre en place des dispositifs d'enquête pour interroger les élèves, pour pouvoir ensuite guider la création de nos projets qui sont exposés du coup dans les salles si vous n'avez pas le temps de les voir. Et donc c'était réussir à concilier ces éléments d'enquête, des éléments un peu de prospective, on en reparlera, de design fiction, et de réussir ensuite à traduire ça graphiquement et le mettre en œuvre dans un projet pour créer un dispositif pédagogique qui sera ensuite diffusé par l'OCE de manière gracieuse. Super. Petite question subsidiaire, c'est quoi votre vision du futur, rapidos? La grande question. Je sais pas encore. Ok. C'est un peu la question du moment, je le crois, pour nous tous. J'ai une vision malgré tout optimiste, je pense. Il faut rester optimiste et malgré les difficultés qui peuvent s'annoncer ou malgré la lenteur de certains changements de société, j'ai foi en nous en fait. Super, merci. Ouais. Alors, vous vous appelez Simon Klein, et vous êtes médiateur scientifique à l'Office for Climate Education. où vous contribuez à l'élaboration de ressources pédagogiques innovantes et à la formation, j'ai tout sur ma fiche, des enseignants pour une meilleure éducation au changement climatique. Super. Vous explorez le lien entre Éducation et changement climatique, et dans ce cas-là, la prospective et l'imaginaire. Comment vous définissez ça? C'est de voir comment les nouveaux récits peuvent être des outils pour préparer les générations futures. Donc il y a une idée de transformation des acteurs et des élèves pour le coup sur voilà, la transition, quoi. Au sein de la Fabrique des Futurs, comment définiriez-vous votre rôle? J'ai apporté avec Nathalie, une collègue, une expertise scientifique aux étudiants, et après on a suivi le projet main dans la main avec toi, Laure, sur la suite du projet jusqu'à maintenant. Et si vous deviez définir votre mission en une phrase? Ce serait d'animer cette table ronde. Et donc, on va tout de suite essayer de définir un peu ensemble quelques termes et de brosser un petit peu le cadre théorique dans lequel on se place, parce que on entend beaucoup parler d'imaginaire, de nouveaux récits, de prospective. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour, s'il y en a qui veulent nous définir un peu plus ce qu'ils entendent par imaginaire, parce qu'en fait on va se rendre compte que c'est très lié aussi aux disciplines de recherche ou aux besoins d'utiliser ce mot-là à un moment donné, qu'on soit auteur, qu'on soit chercheur. Je sais pas si Jules, tu veux commencer? Oui, quand on pense à imaginaire, je sais pas ce qui vous vient spontanément, mais souvent c'est quand même quelque chose qui serait de l'ordre de l'irréel, de la fiction, de l'illusoire, du rêve. Mais en fait, l'imaginaire, c'est pas seulement cette dimension-là, c'est vraiment ce qui va nous façonner au quotidien. Moi, je le vois un peu comme une nappe phréatique dans laquelle on va puiser, et nos manières d'être, nos relations au monde, elles vont dépendre de l'imaginaire dans lequel on a grandi. Et l'imaginaire, ça va pas se partager seulement avec les récits qui sont vraiment essentiels pour l'humanité. Ça permet de répondre à notre quête de sens, ça permet de se fédérer autour de projets collectifs, ça permet vraiment plein de choses, de nouer aussi des relations avec l'environnement. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, mais on se rend compte aussi que l'imaginaire, il va se transformer dans le réel seulement lorsqu'il est vécu collectivement. C'est-à-dire que c'est à travers des pratiques, des rituels notamment, que des choses qui vont s'ancrer dans le quotidien, aussi des infrastructures, donc ça peut se transformer en monuments, des temples, des institutions politiques, ça va se transformer dans l'aménagement de nos espaces verts, ça va vraiment s'incarner dans toutes les facettes de notre société, et donc c'est intéressant de voir que, à mon sens, c'est
quelque chose qui est de l'ordre de la culture, mais qui va aussi toucher à l'aménagement des territoires, au design des objets. Et donc c'est quelque chose d'assez complet et vaste. Et peut-être un exemple pour illustrer ça, il y a cette vision de la compétition qui est profondément enracinée dans nos modèles de société actuels. On peut remarquer qu'elle est vraiment présente dans la culture, notamment avec des intrigues qui vont reposer. Vous regardez la plupart des films connus, il y a souvent une logique de compétition entre le héros et les opposants. Et on se rend compte que cet imaginaire de la compétition, il s'est matérialisé dans tous les pans de notre quotidien. Que ce soit dans les entreprises où il faut être compétitif sur le marché, on est soumis à la libre concurrence. Il y a aussi cette idée dans l'éducation où on a des concours. Dans l'aménagement des espaces verts, on est dans une sorte de domination de la nature et du vivant. Dans les compétitions sportives, c'est également présent. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui va irriguer toute la société. Et donc si on veut faire évoluer nos imaginaires, à mon sens, c'est intéressant d'avoir à la fois une approche culturelle et territoriale. Et donc si on veut voir émerger plus d'entraide, par exemple, il faudra non seulement qu'il y ait des nouveaux récits culturels, prospectifs, qui voient le jour, et on pourra redéfinir qu'est-ce qu'on entend par nouveau récit après. Et on se rend compte aussi que du coup, on aura besoin de s'appuyer sur tous ces projets d'entraide, de coopération locale, dans les écoles, dans le design, etc., pour donner de la consistance à ces imaginaires plus en résonance avec les enjeux planétaires. D'accord, donc vraiment incarner des changements, je veux dire, forcer un petit peu le transfert d'imaginaire par l'action publique. Il pourrait y avoir ce levier-là d'action publique pour accompagner une transformation de l'imaginaire. Est-ce que, Pauline, peut-être tu veux aussi intervenir ou... Mais oui, rapidement. Moi, pour compléter, rebondir sur ce que tu dis, Jules, moi, l'imaginaire, ce terme d'imaginaire, je le prends dans un sens à la fois littéraire et un peu des sciences sociales au niveau du cadre théorique et du sens. D'abord, il y a l'imaginaire qui nous évoque, comme tu l'as dit, Jules, l'imagination, là où la capacité à inventer, à imaginer, à créer, donc qui va aller chercher du côté de nos capacités créatives. Et puis il y a l'imaginaire au sens de, comme tu l'as dit, l'imaginaire collectif ou ce que en psychosocial certains ont théorisé comme Cornelius Castoriadis, l'imaginaire social. Ou l'imaginaire social central, parce qu'en fait Castoriadis, ce qu'il dit, c'est que dans chaque société il y a un imaginaire social central, on pourrait dire un imaginaire dominant, et ça touche à la question des représentations, de comment on se représente le monde en fait. Donc c'est deux sens différents, mais très complémentaires, surtout dans les questions dans lesquelles on est aujourd'hui, et qui font écho au terme de récit, puisque ces imaginaires individuels et collectifs avec lesquels on vit, ils sont nourris et construits par des récits de toute forme, des récits politiques, des récits... Alors il y a ce débat, est-ce que tout est récit ou est-ce que tout n'est pas récit? En tout cas, il y a des formes de récits politiques, il y a des formes de récits économiques, il y a des formes de récits culturels, et puis tous nos récits, nos histoires intimes, nos expériences de vie, tout ça aussi, ça nourrit nos imaginaires individuels et collectifs. Donc voilà, moi je le prends un petit peu comme ça, ce terme, et si j'ai une lecture à vous recommander, très sympa et très agréable à lire et très profonde en même temps, sur cette question des histoires avec lesquelles on vit. C'est Nancy Houston, si vous l'avez pas déjà lu. C'est un petit livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice, et dans lequel Nancy Houston elle explique un peu ça, notre rapport à ce qu'elle appelle les fictions. Et elle dit que nous, parce qu'on est une espèce humaine, une espèce qui fabule en permanence, en fait, qui a besoin de raconter et de se raconter des histoires pour habiter et comprendre le monde. Elle dit qu'on a développé la narration comme une technique de survie, et plein d'autres choses très intéressantes dans ce livre, très sympa à lire. Merci pour la recommandation. Donc super pour avoir défini un peu sur votre champ disciplinaire. Est-ce que maintenant tu voudrais parler un peu de toi aussi, ta pratique d'auteur, et comment toi tu vois ces questions d'imaginaire et de prospective? Oui, je vais parler de
de mon expérience, justement, comment je suis entré dans l'imaginaire plutôt que de définir le terme imaginaire. Et pour moi, ça a été une expérience, on va dire, illuminatrice, dans le sens où j'avais l'impression d'être un poisson qui est sorti de l'eau pendant 3 secondes. Alors, le contexte. J'habite dans un quartier populaire d'Île-de-France, dans le 78, et comme beaucoup d'enfants d'immigrés, j'ai une manière de me raconter le monde et l'histoire, et notamment que avant moi, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu la décolonisation, et puis on nous a ghettoisés dans des quartiers, et puis tout le monde est triste, et la seule manière de sortir de cette tristesse absolue, c'est de quitter le quartier en devenant le futur Mbappé. Voilà, ça c'est le récit de base. Ok, ça c'est le poisson. Et vraiment, j'ai vécu toute ma vie comme ça. Je l'ai pas remis en question, mes potes l'ont pas remis en question, personne l'a remis en question. Et un jour, j'ai lu Harry Potter tardivement. Je lisais Harry Potter, je disais mais c'est trop bien, là je m'amuse bien, là je me sens bien, je commence à et tout. Et le livre il est en train de se finir. Donc là je finis la saga. Et là je me pose une question, quand Harry Potter va terminer, qu'est-ce que je vais faire de cette putain de vie au quartier? Qu'est-ce que je vais faire de cette vie au quartier dès que j'aurai terminé Harry Potter? Oui, parce qu'il va falloir revenir à la réalité. Il va falloir revenir à la réalité. Et donc là c'était compliqué. Ensuite, je suis passé au Seigneur des Anneaux. Ok. Et j'ai lu Tolkien, mais cette fois-ci, je me suis intéressé à la biographie de Tolkien, et j'ai découvert un truc qui m'a fait pop. Ça s'appelle le world building. Le world building, c'est-à-dire que Tolkien, il a créé la Terre du Milieu à partir de son esprit. Il a créé des langues, il a créé des sciences, il a créé plein de choses. Et je dis mais attends, mais pourquoi je fais pas la même chose? Pourquoi je fais pas la même chose avec mon quartier, tout simplement, en fait? Et surtout qu'à l'époque et jusqu'à maintenant, les films qui me sortent par les yeux, c'est La Haine, qui est une référence esthétiquement, et Les Misérables. Et ça, ce genre de film, c'est ce qui ressort tout le temps. Et donc c'est comme ça qu'est né le Turfu, de l'idée de s'amuser, s'enchanter, s'ambiancer en mode Harry Potter, mélangé un petit peu avec le world building de Tolkien, et à la sauce quartier, ça fait le Turfu, quoi. Ok, super. Merci. Oui, donc on voit bien aussi t'as parlé de pas mal d'influences et aussi de ce rapport-là comment le world building, ou en tout cas des récits très immersifs peuvent être des déclencheurs ou qui semblent être un apport essentiel à continuer à vivre dans un quartier ou comme ça, quoi. Et du coup, la seconde question qui s'est posée après, comment je partage ce que j'ai vécu avec mes potes. Voilà, c'était ça la deuxième question. Comment je leur partage cette ambiance turfuriste, et comment je leur partage de sorte que ce soit accessible. C'est là où intervient, entre guillemets, le design, en tout cas ma définition du design, où je vais devoir designer un espace dans lequel mes amis vont accepter de venir pendant quelques heures pour lâcher prise et imaginer. Voilà. C'était ça le projet philosophique. Je vous dis pas que je vais transformer la réalité. Non, j'ai pas et d'ailleurs, j'ai pas d'argent. Mais quand je suis content de vous dire que j'ai pas d'argent, pourquoi? Parce que une des premières raisons pour ne pas imaginer, en général dans la vie, mais dans les contextes de quartier populaire, c'était quoi? Ah non, j'ai pas d'argent, je peux pas. C'était ça l'argument phare. Et là, le projet, c'était de dire, oui, on n'a pas d'argent, il n'y a pas de problème, et même si c'est à mitiger, c'est à relativiser, mais je vais mettre en place un espace particulier qui va nous permettre d'imaginer au moins 3 heures de notre existence. C'est pas non plus la mer à boire, ce sera gratuit, c'est même pas le prix d'un grec. Et voilà, moi j'aurais fait mon projet, voilà, moi j'aurais fait ma mission de vie. Voilà. Super. Ça me fait rebondir un peu sur ta définition du design, enfin ton usage du design. Est-ce que vous, en tant que designeuse, au bout de cette assemblée, vous avez qu'est-ce que ça fait écho à, je sais pas, vos pratiques, ou en tout cas comment votre pratique du design peut s'inscrire aussi dans ces démarches, comme tu dis, en fait, de permettre à des gens d'entrer dans un imaginaire, ou en tout cas de se créer des imaginaires. Bon, j'introduis, après c'est Eve qui prendra la parole. Mais oui, on a eu exactement la même démarche que celle que Macan décrit, d'essayer de se projeter dans
enfin avec des envies de faire société autrement, de laisser de la place à des espèces non humaines. Donc de penser complètement différemment nos rapports sociaux. Et il y avait cette question-là qui était très vive de comment on leur donne forme et comment on les fait exister de manière sensible pour les collégiens auxquels on s'adresse. Donc on a eu aussi ces questions-là de quelle forme on donne à ce rêve que les étudiants ont produit en binôme. Ça a vraiment été un vrai travail pour nous tous et nous toutes de mettre justement des images sur les récits qu'on voulait raconter et matérialiser les résultats de nos enquêtes et de nos propres envies, parce qu'évidemment nos propres envies et nos propres visions et nos propres personnalités ont forcément teinté la réalisation de nos projets. C'est ça. Non, on y est. Enfin, en vrai, ce qui ressort là aussi, c'est le vecteur de transmission de ce world building ou de ces imaginaires. Et donc, on en vient à ce qu'on appelle le nouveau récit, ou en tout cas le récit. J'imagine que là, vous décrivez une forme de transmission et de récit. Peut-être que Serge, toi, tu as aussi des choses à dire aussi sur potentiellement comment ces questions à la fois de l'imaginaire collectif et intime peut être différent au Togo qu'en France par rapport à ton ressenti et ton questionnement, ou pas, hein? Alors du coup, pour moi, déjà l'imaginaire c'est un concept dans le sens où ce sont des objets de réflexion théorique. Ce sont des descriptions en fait narratives ou figuratives, caractérisé par un horizon temporel bien défini, par exemple 20 ans, et qui porte bien précisément sur un domaine spécifique. Ça peut être l'érosion côtière, ça peut être l'habitat, la banlieue, le transport, l'énergie. Donc voilà. Et en plus de ça, je pense que l'imaginaire, en fait, nous permet de mieux comprendre les individus et les groupes. Et accéder aussi facilement aux images dominantes dans la société, les remettre en question et pour en créer des images alternatives. Donc je pense que ce sont des objets de réflexion théorique qui nous amènent en tant qu'enseignants dans nos classes, bien précisément, de manière didactique, à se poser des questions déjà sur comment nos élèves commencent par imaginer le futur. Et au-delà de ça, concrètement, ça nous permet de voir que déjà il y a des futurs qui peuvent exister chez nos élèves dans le présent, qu'on peut commencer pas renverser, mais qui donnent déjà à réfléchir. Voilà. Merci. Justement, c'est une belle transition sur un petit peu le... tu as déjà pas mal répondu, mais en quoi, en fait, ces enjeux-là, et puis aussi, Jules, tu nous en parlais, sur l'enjeu transformateur de réfléchir à comment faire bouger ces imaginaires. Est-ce que vous voyez d'autres bénéfices, entre guillemets, de s'engager là-dedans, que ce soit individuel ou collectif? On l'a entendu aussi avec Macan sur... c'était un vrai besoin qui est arrivé à un moment. Mais peut-être, toi, plus tu as avancé aussi là sur des ateliers que tu as pu faire... voilà, qui veut se lancer sur les bénéfices de travailler cette question de l'imaginaire et des nouveaux récits et de la prospective. Mais peut-être avant de se questionner sur pourquoi on a besoin de nouveaux récits, c'est peut-être déjà de revenir sur le constat très rapidement que les récits du passé, les récits du présent, ceux qui nous projettent dans l'avenir aussi, aujourd'hui ils présentent des limites tant environnementales que sociales. C'est indéniable, on en prend de plus en plus conscience. On se rend compte aussi que malgré l'information, les données qui sont à disposition, ça suffit pas pour mettre en mouvement l'ensemble de la population. On voit que dans l'intention, en tout cas dans les études, les baromètres qui sont faits, je pense à ceux de l'ADEME notamment sur les représentations du changement climatique, on voit que c'est des notions qui sont de plus en plus importantes, mais il y a quand même, là en 2024, un tiers des Français qui sont climato-sceptiques encore, et donc l'idée c'est de se demander comment on fait pour essayer de s'émanciper de cette forme de dissonance culturelle qui est que d'un côté, il y a une partie de la population qui
a quand même envie d'agir un peu plus sur ces questions-là, mais en même temps, dans l'action, ça se concrétise pas forcément avec des actions d'envergure à l'échelle des territoires, des entreprises. Et donc l'idée, ça va être de se demander, face à ce constat, comment on essaye d'infuser et de partager collectivement des nouveaux récits qui sont pas forcément si nouveaux que ça en soi, parce que ça peut être des histoires oubliées, délaissées, invisibilisées volontairement. Ça peut être des récits, effectivement, des récits prospectifs. Ça peut être plusieurs formes en fait de narration qui vont, on peut prendre le cadre un peu théorique du donut, qui vont essayer de s'intégrer dans cette démarche systémique, de prendre en compte à la fois les enjeux environnementaux et sociaux, et qui vont, comme je le disais au début, être rattachés à des actions concrètes pour que l'imaginaire y fasse sens et que ce soit pas seulement perçu comme quelque chose de l'ordre du rêve, même si c'est hyper important, comme le disait Macan, dans certains contextes où on a besoin justement de ces moments-là, mais on a aussi besoin de voir que certaines histoires se matérialisent déjà, et c'est le cas dans la régénération, la permaculture, les low-tech, la sobriété. En fait, il y a plein d'initiatives, que ce soit dans les écolieux, des jardins partagés, des recycleries. Il y a plein de lieux qui incarnent déjà des imaginaires alternatifs, et pour moi, c'est un des points sur lesquels il faut se concentrer, puisque c'est là où on a la chance potentiellement de faire en sorte que tout ça soit transformateur et non pas seulement de l'ordre culturel et prospectif. Les bienfaits de l'imaginaire sont très très simples, très très simples. Bien manger, bien dormir, bien travailler, avoir une spiritualité, aller à la mosquée, je sais pas quoi, ça c'est tout. C'est revenir à une vie bonne et intéressante. C'est vraiment pas c'est un concept théorique et tout, c'est intéressant, mais c'est vraiment revenir à une vie qui m'enchante, une vie qui m'excite, ce que certains appellent parmi vous redevenir vivant. C'est ça l'imaginaire, c'est redevenir vivant, arrêter d'être trop rationalisé, toujours être dans les solutions, je sais pas quoi. Bon, moi j'étais comme ça au début, mais en fait petit à petit ton corps il s'éloigne de l'expérience philosophique de la vie. C'est là où parfois moi aussi je suis on va parler de projets écologiques. Moi je suis pas toujours d'accord avec le style de vie qu'induit un projet écologique. Oui. Hein. Oui. Donc oui, il y a des permacultures et tout ça. Bon après, moi j'ai pas forcément grandi dans ça. Je veux pas faire semblant devant vous que j'ai envie de faire de la permaculture. Mais je suis d'accord pour dire que j'ai envie de me connecter à mon milieu. Pour moi, c'est ça, mon écologie, c'est-à-dire la mésologie, l'amour du milieu, les gestes et tout. Bon, ça vient après. Mais d'abord, ce qui a fait que je suis rentré dans la pratique des imaginaires, c'est que, tout simplement, j'aimais mes amis. Je les aimais et j'avais envie d'être aimé en retour. Et donc, du coup, j'ai consacré du temps à améliorer mon milieu, mon environnement, ce qu'on appelle aussi... et quand on fait ça, on crée un lien entre l'humain et son milieu, et quand l'humain il est bien connecté à son milieu, comme les oiseaux, il a envie de chanter. Voilà, tout simplement. Mais dès que l'humain il est déconnecté de son milieu, petit à petit il devient aigri, négatif, pessimiste, un peu comme vous l'êtes aujourd'hui. Mais petit à petit on peut retrouver cet élan de vie grâce justement à l'imaginaire. Ok. Merci, c'est intéressant. La manière dont tu définis aussi l'environnement, tu parles des humains autour de toi. Est-ce qu'il y a aussi du non-vivant? Peut-être ça t'intéresse aussi, Pauline, la manière dont on... Tu veux rebondir ou... On reviendra après. Sur voilà, la manière dont on peut se lier aussi avec du non-vivant... Du non-humain, pardon. En fait, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, puis la manière dont tu le formules, en plus, c'est très beau et très juste, et du coup, c'est un rapport très écologique au sens premier du terme, en fait, que tu as avec ce que tu appelles ton milieu. Et dans ce milieu, il y a des humains, il y a du béton, pas mal, puis il y a aussi quelques brins d'herbe. Et en tout cas, comme tu dis, pour redevenir vivant ou rester vivant, et pour nous humains, être vivant, c'est beaucoup être en relation avec d'autres humains, puis c'est faire plein de trucs. Mais en fait, on serait pas vivant s'il y avait pas toutes les autres espèces. Donc en fait, pour redevenir ou rester vivant, on a besoin de
d'avoir bien en tête qu'en fait, sans toutes les autres espèces, des plus petites, des plus invisibles aux plus grosses, on n'est pas là, quoi, en fait, en tant qu'humain. Et il n'y a pas de futur, du coup. Et le sujet, aujourd'hui, moi, en tout cas, si je peux faire un petit état des lieux des imaginaires ou des récits que je travaille, qui sont les imaginaires ou les récits dans le rapport au vivant, et en particulier à l'océan, c'est qu'aujourd'hui l'état des lieux il est assez amer, effectivement, il est assez dur à faire parce que on est dans un moment où le milieu dans lequel on vit tous, au-delà de notre quartier, de notre maison, mais aussi notre quartier, notre maison. Bref, notre milieu de vie, cette espèce de nature, du coup, au milieu de laquelle on vit, elle s'est radicalement transformée partout sur la planète. Et le problème, c'est que c'est donc en gros, c'est un peu l'histoire de l'humanité qui est entrée en collision avec l'histoire de la Terre, pour reprendre une jolie phrase de François Gémen. Et en fait, ça, c'est depuis le milieu du XXe siècle. Surtout, il y a une grosse, mais vous le savez, hein, je vous dis des trucs que vous savez, mais il y a une grosse accélération de ces transformations. Sous le poids notamment des activités humaines, que ce soit volontaire ou involontairement, de la part de l'humain. Et le problème, c'est qu'en fait, ces changements, ils vont beaucoup plus vite et beaucoup trop vite que les temps d'évolution naturelle des espèces. Et que donc, les autres espèces avec lesquelles on partage cette terre, elles n'ont pas assez de temps pour parfois s'adapter et parfois même survivre. Donc, ça fait que on est dans un moment où on vit on est à l'aube, mais on est quand même un pied dedans d'une 6e extinction massive des espèces sur Terre. Ce qui est quand même pas rien. Et nous, ça nous alerte aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on sait et on prend conscience, en tout cas, que sans ces autres espèces, sans cette nature, on n'a pas beaucoup de futur. Et au-delà de ça, même là, dans le présent et déjà depuis des décennies, on vit dans une nature qui est, on le sait, ultra polluée et qui donc en fait s'intoxique, quoi, en vivant au milieu de cette nature et en la consommant puisqu'on mange des êtres vivants. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que les récits, les imaginaires, c'est intéressant là-dedans ? Parce que, comme on disait, nos imaginaires et les récits avec lesquels on vit, ils construisent un peu notre vision du monde, notre rapport au monde, et que précisément nos imaginaires et nos récits dans le rapport à la nature, les imaginaires dominants, c'est la vision d'une nature de ressources infinies, de sources de richesses parfois spéculatives. C'est une nature un peu décor, paysage, qui n'aurait pas de vie justement, qui serait sans voix et sans vie. C'est une matière première, c'est une nature très fantasmée aussi parfois. Donc bref, on a une image en fait, une vision, une connaissance de la nature qui est un peu biaisée. Et toutes ces interrogations qu'on se pose aujourd'hui, et donc quand on parle d'écologie aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse c'est de dire qu'en fait je pense qu'on a vraiment besoin quand on parle d'écologie aujourd'hui de sortir, parce que ça fait plus de mal que de bien, de sortir d'un prisme trop politicien, parce que l'écologie politicienne, en tout cas en tant que parti, c'est une vision un peu, assez idéologique évidemment, et donc on a besoin de revenir à la science et à ce que c'est que l'écologie au départ en fait, et à ce fait. Et je terminerai là-dessus. On a besoin de revenir à ce fait central et très très simple d'écologie scientifique que la nature. On en fait partie. On vient de cette histoire-là, on a coévolué avec les autres espèces. Notre origine, c'est au fond de l'océan, un petit organisme unicellulaire. On vient tous de cette même origine. Et on en dépend, cette nature, en fait, pour survivre. Et ça, c'est un fait d'écologie scientifique autour duquel, aujourd'hui, on doit composer tout un tas d'imaginaires et de récits. Merci. Est-ce que vous voulez compléter un peu sur ces questions de... bénéfice, nécessité de travailler ces questions de nouveaux récits, de prospective. Tu veux rebondir là, ouais ? Je commence. Oui, pour moi en particulier, l'intérêt de travailler sur ces nouveaux récits, c'était aussi, comme vous le disiez, comment me positionner face à ces récits dominants très sombres, l'actualité nous le rappelle chaque jour, et de se concentrer sur des initiatives qui vont dans un autre sens, des liens qui se créent autrement, de manière peut-être plus discrète, plus ténue, et je voulais aussi qu'avec ma classe et mes étudiants que je rencontrais, en fait, parce que c'est le premier projet de l'année qui lance les 2 années de diplôme, on travaille sur ces questions qui nous touchent tous profondément au cœur pour essayer de construire nous aussi quelque chose
enfin voilà, ne pas subir des choses qui nous affectent beaucoup, et dans nos projections aussi du futur. Donc ouvrir cet espace-là d'imaginaire, mais qui existe concrètement, parce qu'en réalité, ça a été un semestre de travail acharné, donc c'est des choses tangibles qui ont existé et qui transforment un peu les choses pour le public auquel on s'adresse, et je pense beaucoup pour nous aussi, parce que c'est des questions qu'on partage, qu'on travaille, qu'on pense ensemble et qu'on porte, et qui du coup changent un peu le monde à leur échelle. C'est certain qu'après avoir travaillé dessus pendant des mois, on a tous dû réfléchir nous-mêmes à notre propre vision du futur et à tout ce que ça impliquait. On espère aussi, je pense qu'à travers nos projets, ça a touché tous les élèves auxquels on a pu parler, que ça leur a ouvert des futurs qu'ils n'imaginaient pas. Je pense que c'est le cas, parce qu'on a eu affaire à des publics très différents à travers toutes les classes et tous les groupes qu'on a pu rencontrer. Des pour qui l'écologie, c'était parfois juste une vague notion qu'ils avaient entendue en cours, mais quasiment impossible de mettre des mots dessus pour eux. Donc ça a été parfois reprendre des bases pour déjà ouvrir le futur, ouvrir un futur qui n'est pas juste similaire au présent qu'ils connaissaient, un futur de similitude et de laisser aller, parce que c'est la seule façon qu'ils connaissaient de vivre, et ils ne pouvaient pas imaginer autre chose tant qu'ils n'avaient pas les images ou les concepts ou les mots pour dire autre chose. Et pour d'autres, j'espère que par nos recherches, on a pu aussi leur montrer des choses qu'eux ne connaissaient juste pas, et donc que ça a ouvert chez eux la réflexion aussi de futurs d'alternatives et de futurs où il y a plusieurs possibilités et où ils sont acteurs, des futurs dont ils sont acteurs en réalité, et pas juste des futurs dans lesquels ils sont passifs. Et je pense que ça nous en a fait prendre conscience, nous, même si on est plutôt tous sensibilisés en tant qu'étudiants connectés à notre monde, je pense. Et j'espère aussi du coup qu'ils ont ressenti aussi cette connexion, et qu'ils se sont rendus compte du rôle qu'ils avaient à jouer dans tout ça. Super, merci. Donc je pense que ça c'est l'utilité de travailler le futur pour montrer des pistes d'action et rendre acteur. Est-ce que Serge, ça te parle un peu aussi cette chose-là? Et moi je me posais la question, donc à la fois si toi tu remarquais aussi sur des projets pédagogiques la nécessité d'insuffler, de s'autoriser à penser autre chose que le présent. T'en as un peu défini sur le présentisme, mais aussi s'il y a vraiment des notions d'agentivité qui ressortent chez des élèves. Nous, on retrouve en France, malgré tout ce que tu dis là, sur le ressenti de vouloir leur insuffler des moyens d'action. Nous, l'étude qu'on est en train de faire avec mon étudiante Lola qui est là, on se rend compte aussi que des élèves ont une genre d'autocensure en fait sur le fait qu'ils sont pas au centre de l'action. Ils n'ont pas les clés en tant qu'élèves, c'est les adultes qui font, et que du coup ils ont, malgré tout ce qu'on peut leur insuffler comme futur possible et désirable, il y a un truc de ils peuvent pas y aller parce que c'est des enfants et que les adultes c'est eux qui font. Je sais pas ok. Moi je dirais que il y a cette possibilité également de connecter les élèves à leur nature. Par exemple au Togo, ce que moi j'ai eu à faire, parce que ça fait longtemps, je dirais que à la base les élèves ne sont pas en contact avec la communauté de base, parce que moi je travaillais sur le littoral, et là ce que j'ai eu à faire c'est de créer un partenariat avec la communauté du littoral, qui sont plus pêcheurs, Et là, les élèves ont dû travailler avec les pêcheurs, et ça leur a donné l'engouement, l'envie de se lancer concrètement sur ce projet-là, ce projet d'érosion côtière. C'est eux-mêmes qui ont fait des enquêtes auprès de ces pêcheurs-là pour comprendre à peu près l'historique, les événements qui ont lieu sur le territoire, qui ont mené à l'érosion côtière. Qu'est-ce qui existait auparavant dans la localité qui n'existe pas aujourd'hui, et comment faire pour lutter contre le changement climatique, comment s'adapter concrètement.
Et donc, ça a donné de l'engouement à ces élèves-là, vu que ça se faisait jamais. Et là, ils sont plus ancrés dans leur territoire. Parler plus local, moi je pense que parler plus local, ça donne plus sens à la question climatique. Parce que si c'est d'abord une crise écologique, comme Yamamo le dit, et c'est d'abord mondial, mais c'est plus local. Donc il va falloir trouver un moyen pour pouvoir nouer une relation avec la communauté à la base. À Paris, par exemple, dans les banlieues, par exemple, il y a ce qu'on appelle la mémoire environnementale. Hein. Il y a des gens qui sont âgés, qui ont vécu pas mal d'années et qui ont des idées par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, qu'on peut interroger avec nos élèves pour leur amener à avoir ce que j'appelle la mémoire environnementale, pour ne pas perdre, pour ne pas avoir l'amnésie environnementale en fait. Donc il y a ce moyen-là de créer véritablement un lien avec la communauté à la base, ceux que j'appelle en fait les peuples autochtones, ou bien les peuples qui ont une certaine culture concernant le territoire, qui ont des savoirs qu'ils peuvent partager avec nous, qu'on peut catégoriser sous forme de typologie de savoir, parce qu'ils connaissent bien le territoire, que j'appelle les savoirs sentinelles, les savoirs opérationnels. Ils pratiquent, ils font des cultures durables. Ils ont également des savoirs pragmatiques et hors sol, c'est-à-dire qu'ils peuvent expliquer le phénomène sans avoir à faire recours à des concepts scientifiques, hein, parce qu'ils maîtrisent bien évidemment le phénomène. Donc je pense bien que on peut sortir de la classe, on peut faire classe dehors en allant vers ces gens de personnalités qui ont plus de savoir et qui font des actions concrètes. Voilà. Merci. Merci. Je pense que ça fait le lien avec une question qui me vient en tête depuis tout à l'heure qui transparaissait pas mal. Parce que là, on parle beaucoup d'imaginer le futur, mais en fait, ce qui résonne aussi, c'est qu'il y a énormément de choses, tu l'as dit un peu Jules, hein, du passé. Est-ce que, voilà, ou peut-être Macan aussi, tu m'expliquais la manière dont tu as pu procéder, ou tu as pu essayer d'aller voir chez d'autres sur des ateliers, qu'est-ce qui nourrit un imaginaire individuel et collectif? Est-ce que c'est si facile que ça, finalement, d'aller chercher des choses du passé pour les utiliser dans le futur, en fait C'est justement, alors moi, ce que je reprochais à ma culture et à mes contemporains, c'est de ne pas assez oublier. Et Nietzsche le disait, c'est important parfois d'oublier pour que la psyché puisse se régénérer. Les mecs de banlieue veulent pas oublier. Ils veulent pas oublier. Ils sont bloqués dans une histoire qui remonte à peu près, on va dire, le début de l'esclavage. C'est comme si avant l'esclavage, il n'y avait rien eu. T'étais personne. Avant l'esclavage, il y avait des empires africains, mais ça, ils ne le savent pas trop. Donc, il y a le trauma, en fait, il y a un trauma historique. Donc, il y a un trauma historique. Et c'est là que, en fait, on se répète culturellement les mêmes récits tout le temps. Et après, les livres d'histoire vont aussi répéter. Ensuite, les films vont répéter. Et ensuite, dehors, on va répéter. Et donc, du coup, il y avait besoin d'une déconnexion au passé. Et en même temps, il y avait besoin d'une reconnexion au passé, dans le sens où j'ai grandi dans un contexte de quartier populaire, mais en réalité, j'ai derrière moi 2 milliards d'années d'histoire. Voilà, c'est ça mon écologie. C'est-à-dire que, en fait, je suis un être humain qui a une très longue histoire sur la planète, dont, oui, en effet, il y a des moments, des épisodes traumatiques, dont l'esclavage, la colonisation, la décolonisation, etc. Mais pas que. Donc du coup, j'ai fait une déconnexion, une reconnexion, et ensuite on revient dans le présent. Et là, il y a un truc qui m'a marqué dans les ateliers, c'était en fait, quand je mets des outils en place pour créer des futurs, mais en fait les participants ne pensent pas à mobiliser leur récit culturel pour inventer des futurs. Ils vont te raconter des trucs bateaux, les voitures volantes, des trucs, je sais pas, des trucs que tout le monde raconte à la télé, sans penser au fait que, en fait, ma grand-mère, elle a un truc à dire. Mon grand-père, il a un truc à dire. Attends, mon père, quand j'étais petit. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais petit, ma mère, elle me racontait des histoires en rapport avec le non-vivant tout le temps. Hein. C'était pas que tout le temps, elle racontait des histoires avec les esprits, et les fleuves et tout.
Et mon père, depuis que je suis petit, il se soigne avec des plantes. Même je rentrais dans sa chambre, des fois il y avait une odeur bizarre parce qu'en fait c'est plein de plantes mélangées et tout, mais c'est quoi toutes ces conneries? À l'époque on pensait pas à valoriser cet imaginaire-là. Là aujourd'hui ça a l'air évident, mais tout ça c'est aussi donc j'ai dit déconnexion, reconnexion. Ensuite on revient au présent, on rappelle aux participants qu'ils ont un imaginaire hyper fort dans le sens que culturellement ils descendent d'êtres humains qui ont eux aussi inventé des récits, les mille et une nuits, les mythes africains et tout, mais dans le contexte actuel, on ne pense pas à mobiliser tous ces imaginaires justement du passé. Et mon travail, ça va être de le revitaliser, de dire que oui, en fait, c'est vrai que le turfu, c'est pas que la prospective, le futur, c'est important, mais se réapproprier son passé, se réapproprier son histoire, et aussi parfois se mettre à distance avec certains discours que moi j'appelle sociologisants, qui vont vous dire oui, t'es un jeune de quartier, t'es pauvre, t'as pas ci, t'as pas ça, donc on doit faire ça de la politique. Non, ça c'est en effet une partie de mon identité, mais ma réelle, en tout cas moi, selon moi, ma réelle identité, habitant de la planète Terre, voilà, habitant de la planète Terre, tout simplement, et toute cette Terre, j'en fais partie. Et dans mon identité, oui, il y aura articulé le fait que j'ai grandi dans les années 90 dans un quartier populaire, mais il y aura d'autres aussi récits à articuler. Super. Jules, tu veux compléter là-dessus? Oui, peut-être pour poursuivre la discussion, je voudrais vous emmener un peu en Normandie, là où j'ai grandi. Moi, je viens d'un milieu très rural, un petit village d'à peine 400 habitants. Et il faut s'imaginer, avant, la Normandie, c'était vraiment une vaste forêt. Aujourd'hui, c'est des plaines dégradées, aseptisées par l'agriculture conventionnelle. Et donc, dans ce village, j'ai fait une observation participante avec mon mémoire de recherche, où on s'est penché sur l'aménagement d'un terrain communal en lien avec l'école primaire. Et du coup, sur un an, on a mis en place un projet qui s'inscrivait dans une logique de permaculture. Donc il y a eu des végétaux qui ont été replantés, qui sont à la fois utiles à la biodiversité, mais qui sont comestibles en même temps. Des espaces pour avoir de la convivialité avec les autres habitants du village, terrain de pétanque, des tables pour pique-niquer, et de quoi aussi se promener dans un petit bois qui avait été planté. Et donc ça, c'est une action, et on l'a vu avec le professeur, en plantant du coup les végétaux avec les principes de la permaculture, en mettant les mains dans la terre, les enfants, petit à petit, ils ont un peu ouvert leur imaginaire. Il y en avait certains qui reproduisaient ce qu'ils voyaient dans la plaine, à mettre des graines bien droites, fallait que tout soit une monoculture, et ils ont appris à associer les plantes, à avoir les bénéfices que ça pouvait avoir avec les champignons, etc. Et c'était assez fascinant d'avoir ces retours qui disaient que après quelques mois, les jeunes, ils entendaient le retour des oiseaux, des hirondelles par exemple. Ils faisaient aussi attention à certains pollinisateurs. Je voyais aussi que du coup ils avaient beaucoup plus envie de mettre les mains dans la terre sans gants, et donc on se rend compte que même si c'est des plus jeunes et que l'imaginaire est sûrement plus malléable que des adultes, on se rend compte que le côté praxis du coup va vraiment avoir un rôle important. C'est quand on va incarner l'imaginaire, comme je le disais tout à l'heure, que ça a un potentiel transformateur, à mon sens, qui peut être pertinent. Et donc il y a pas mal de projets comme ça, notamment en permaculture, qui a l'avantage d'être à la fois dans un contexte très urbain, très varié en fait. Et je pense que c'est hyper important que l'expérience de l'imaginaire soit à la fois une expérience de la nature, parce qu'on parlait d'amnésie environnementale, mais c'est intimement lié à cette extinction de l'expérience de la nature qui est en déclin phénoménal. Et pour moi, c'est un des vrais enjeux, notamment des quartiers en banlieue très urbanisés, c'est que à quel moment on refait le lien avec le vivant, les autres espèces animales, des grands mammifères, des oiseaux, etc. Donc il y a un vrai rôle de comment on articule des histoires, notamment par exemple des histoires qui tournent autour de la permaculture, avec des projets où on peut en faire l'expérience intimement. Super. Alors je vais vous proposer, on reviendra sur cette discussion, parce que ça me fait penser à plein de choses, mais je vais maturer une question, et entre-temps, vous avez eu un petit test dans vos mains,
toutes et tous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire, mais en fait l'idée c'était de voir un petit peu quel futur vous ressemble. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire ça, mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Je vais quand même vous définir. L'idée c'était de voir à main levée quelle était la composition de la salle en termes de profil. Donc si vous avez eu le temps de répondre à ces petites questions, il suffit de compter les pictos en fonction de vos réponses. Si vous avez le plus de montagnes, alors vous êtes dans un futur basé sur le solutionnisme technologique. Si vous avez le plus de petites feuilles, donc vous êtes sur un futur plutôt décroissant. Si vous avez un radis, vous êtes sur le futur survivaliste. Et si vous avez des petites vagues, vous êtes plutôt sur le futur du business as usual, sachant que potentiellement vous êtes un peu tout à la fois. Et je pense que c'est ça aussi, on va en parler après, sur la question de cet imaginaire. C'est une question qui est aussi liée à notre propre expérience de vie et expérience aussi sensible et émotionnelle, et c'est très fluctuant. On peut très bien, au cours de la journée, avoir des visions du futur ou alors des mondes du futur qui sont liés à notre espoir, qui peuvent totalement bouger. Alors, levez la main si... Je vous laisse un peu de temps pour le faire. T'as une question? Oui, je me permets de poser une question en même temps parce que je trouve ça... En fait, quand on regarde, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une différence entre le futur dont on a envie et le futur comme on pense qu'il sera. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que nos envies sont complètement en désaccord avec comment est-ce que ça va vraiment être. Elle est en train de parler de futur probable et le futur souhaité. Il y a une différence entre les deux. C'est ça. On a un petit point de définition là, effectivement. Tu es en train de parler du futur du futur souhaité et le futur probable, c'est-à-dire qu'il peut, voilà. Oui, en fait, c'est ce qu'elle disait, et c'est intéressant aussi parce que ça résonne aussi avec la manière dont on s'autorise, enfin, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on souhaite, le futur souhaitable, et qu'est-ce qu'on se dit qui va arriver, et donc plutôt lié à la fois à nos imaginaires collectifs, mais aussi potentiellement à nos connaissances scientifiques ou enfin tout ce qui peut nourrir plutôt notre rationalité, j'imagine. Enfin, c'est une supposition. Et donc là, tu as défini, effectivement, tu pourras avoir deux réponses différentes et de dire, moi, je serais plutôt basé sur souhaiter évidemment quelque chose de décroissant et finalement, probablement, ce sera un futur business as usual. Alors, on va faire plutôt le souhaitable. Ouais, ça vous va ? Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Qui souhaiterait finalement être plutôt dans le futur basé sur le solutionnisme technologique ? Donc, qui a répondu plus à des montagnes ? Levez la main. J'aurais dû faire probable. Futur décroissant maintenant, donc la petite feuille. J'ai dit probable, hein. Non, j'ai dit souhaitable. Ouais, belle proportion. Survivaliste, le radis, qui est dans un souhait. Ok. Et les petites vagues. Ok, donc on voit qu'il y a un imaginaire souhaitable. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on va faire le jeu inverse, probable. Qui pense qu'on sera probablement dans un futur basé sur le solutionnisme technologique ? Ok. C'est contrasté, hein. C'est tout l'exercice aussi qu'on doit faire sur ce type de choses, on va en parler aussi, on contraste énormément avec ce type de questionnaire des futurs. Qui pense qu'on arrivera à un futur décroissant ? Qui pense qu'on sera dans une adéquation entre le désir et la réalité ? Voilà. Qui pense qu'on terminera survivaliste ? Ok. Et donc il y a deux survivalistes, voilà. Et enfin, qui pense qu'on sera dans un futur business as usual ? Ok, merci. Donc je pense qu'on a dressé quand même pas mal de tendances d'une part, et surtout quelque chose qui peut s'apparenter peut-être à la dissonance cognitive, ou en tout cas un défi finalement entre ce qu'on appellerait un futur souhaitable et un futur probable, ou en tout cas anticipé, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous fait réagir ? J'espère.
Oui, c'est un défi, ça c'est clair. De toute façon, le mot est bien choisi. Je pense que le mot, on est face à un défi collectif. Ça c'est sûr. Et moi je pense que évidemment qu'on a besoin et c'est très fructueux de rêver, de cultiver notre capacité à rêver, comme tu disais, à imaginer, à se projeter dans des futurs dont on a envie en fait, qui nous font rêver. Sauf que on a un petit sujet quand même, c'est que on doit quand même faire aussi avec l'état des lieux. Et l'état des lieux, on pourra influer dessus de manière assez limitée, vu le stade où on en est, malheureusement. En tout cas, d'un point de vue, encore une fois, de l'état de la biosphère et de l'état écologique et climatique, parce que ça c'est important aussi de rappeler que on est à l'Académie du climat ici, et c'est vrai que depuis quelques années on a un gros focus sur les enjeux climat, on parle beaucoup du climat. Il y a un deuxième mot qu'on commence à entendre de plus en plus, mais pas assez encore, c'est le mot de la biodiversité, donc c'est-à-dire le vivant, les autres espèces. Et bien se rappeler que dans nos futurs, les deux sont intimement liés et qu'il faut qu'on pense les deux ensemble. Et sur les savoirs, moi je voulais rebondir, ça c'est hyper important aussi, parce que moi j'ai beau être au sein de disciplines dites scientifiques, du monde académique, dans les projets de recherche aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets de recherche qui veulent faire de la recherche qu'on appelle transdisciplinaire, et je pense que c'est hyper important, c'est-à-dire aller prendre en compte dans les projets de recherche pour faire avancer la connaissance d'autres savoirs. Le savoir, c'est pas que la dite science ou les scientifiques, c'est tout le monde a des savoirs, tout le monde est porteur de différents savoirs. Et ça, c'est hyper important de tous les prendre en compte. Et comme tu disais aussi, dans le moment dans lequel on est dans un moment assez vertigineux, parce qu'on doit faire un gros travail tu parlais de déconnexion, effectivement, de déconstruction, de récits, d'imaginaire, de notre rapport au monde, en tout cas. Ça, c'est pas facile à faire, c'est même le plus dur. Et du coup, après, un travail de reconstruction, de vision du monde. Et pour finir sur les nouveaux récits, moi, je pense que c'est important de se dire aussi qu'on n'a pas tant besoin on n'a pas tout à créer en fait. On n'a pas tant besoin de nouveaux récits. Bien sûr, il y a une part d'imagination qui est hyper importante, mais on a surtout besoin de se dire de quel récit quel monde on veut en fait, quelle vision du monde, quelle histoire on a besoin pour imaginer nos futurs. Et je vais reprendre une petite phrase d'Ursula Le Guin que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autrice de science-fiction américaine qui est décédée maintenant, et qui disait en fait on a besoin d'arrêter de raconter l'histoire qui tue sur toutes les thématiques, histoire de violence, des histoires qui tuent l'histoire de colonisation, l'histoire de rapport aux vivants qu'on détruit. Et on a besoin de raconter l'autre histoire, l'histoire de la vie, et celle-là, comme tu l'as rappelé aussi, on se la raconte déjà depuis un paquet de siècles. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Puis après, on pourra parler des ateliers peut-être, mais... Ouais, on continue peut-être de réagir un peu sur... Oui, par rapport à cette question de futur probable et futur souhaitable, on va se parler vrai, parce que là, on n'a pas... Quand on parle d'imaginaire et de futur, vous pensez à la technologie en général, et il faut se demander qui détient une influence majeure sur nos imaginaires. Ça, c'était un peu l'objet du rapport que j'ai publié pour l'ADEME, c'était de se questionner qu'effectivement, il y a les acteurs du milieu de la culture. Qui sont aujourd'hui? C'est les grandes plateformes de streaming, c'est les scénaristes, ce sont aussi évidemment les influenceurs sur les réseaux sociaux, donc les stars de télé-réalité, chanteuses, sportifs. Toutes ces personnes vont évidemment partager un lifestyle, certaines valeurs dans leur contenu. Il y a les médias avec les journalistes pour aussi citer qu'eux. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui vont avoir une influence. Mais aujourd'hui, quand on voit d'un point de vue un peu méta, on se rend compte que les milliardaires, les grandes fortunes, ils ont un rôle systémique dans la fabrique des récits et de qu'est-ce qu'un avenir désirable. On le voit avec Musk en ce moment, mais on pourrait citer plein d'autres ici en France avec Bolloré, Bernard Arnault. C'est des personnes qui vont avoir une influence sur les différents acteurs de l'imaginaire que je citais juste avant, avec des groupements d'intérêt, avec des organismes de formation, de journalistes par exemple. Ça va être aussi les premiers détenteurs des réseaux sociaux et des algorithmes associés. Et donc c'est intéressant de prendre du recul sur le rapport de force à envisager. Et ça revient aussi
à montrer l'importance de l'échelle micro-locale face à des mesures par rapport au rapport de force, comme je le disais. Et donc, le pouvoir des projets adaptés au contexte, que ce soit urbain, ruraux, en fonction des différentes aspirations, ça va être de permettre de parler aux gens et de leur donner envie d'agir de là où ils sont, c'est-à-dire que peut-être qu'on va être plus attiré par la permaculture, peut-être ça va être plus prendre soin des autres, peut-être ça va être la cuisine, la mode responsable. Bref, il y a plein de manières d'aller vers des imaginaires qui sont plus soutenables. Et donc, je pense qu'il faut voir cette question comme un banquet de l'imaginaire auquel chacun participe avec un récit qui lui tient à cœur, avec peut-être un focus sur une thématique en particulier, mais c'est comme ça qu'on va réussir à faire société, là où aujourd'hui on est de plus en plus divisé sur plein de dimensions. C'est intéressant ce que tu t'évoquais, ce que disait Ursula Le Guin sur le fait d'arrêter de raconter des histoires qui nous tuent, mais en même temps il y a aussi là ce que tu dis sur un enjeu de défense entre guillemets de l'oligarchie culturelle, ou le fait que voilà t'as des milliardaires, des hommes de fait qui ont un pouvoir très fort sur l'imaginaire capitaliste. Et toi tu parlais tout à l'heure dans l'atelier aussi de bataille des imaginaires. Donc on est obligé à un moment là de parler d'histoire d'affrontement, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cet enjeu d'aller à c'est la guerre, je sais pas, mais c'est sur le point d'arriver, parce que là, comme elle l'a dit, Katoriadis a dit, a résumé ces imaginaires en deux sortes. Il y a l'imaginaire institué, reçu des institutions. Il vient de parler de Bolloré, etc. et tout ça. Ce sont des imaginaires que l'on reçoit. La technologie que l'on voit aujourd'hui, cela vient des institutions. Donc c'est reçu des institutions. Il y a l'imaginaire instituant. Et ce sont ces imaginaires reçus-là sont en quelque sorte transformés, travaillés, remodelés au gré de nos interactions sociales. Et ça provient, et là, ils ont plus les caractéristiques des représentations sociales qui proviennent de l'individu. Et donc, je pense que actuellement, c'est sur le point d'arriver. Nous sommes en face, d'une bataille des imaginaires, en fait. Et là, ce qu'on doit faire concrètement, c'est que chacun a cette possibilité d'inventer le futur qu'il souhaite. Mais en amont, il faut travailler d'abord sur l'aspect socio-historique des événements. C'est ça qui est important. Ce qu'on ne fait pas quand on veut se lancer dans la construction des imaginaires, on n'aborde pas le côté socio-historique, l'approche socio-historique des événements, ce qui fait que en fait nos élèves ou bien les gens en fait ne connaissent pas ce qui se passe, ce qui s'est passé bien avant de se lancer dans la construction des imaginaires. Donc le point focal ou bien le point essentiel, c'est de travailler en amont le côté socio-historique, le prendre sous l'angle épistémologique, et là je pense que chacun de nous aura inventé le futur qu'il souhaite concrètement. Merci. On va enchaîner justement sur si vous avez des propositions concrètes, des retours d'expérience assez rapidement finalement, de choses que vous avez pu mettre en place, des ateliers ou de les définir, d'écrire un peu aussi d'un point de vue méthodologique, parce que je pense que ça peut intéresser des enseignants ou des gens ici. Je sais pas qui veut commencer. Alors je me lance. Vas-y. Alors du coup, moi j'ai utilisé un dispositif, le terme TERI3, je vais définir ça. Thème c'est temporalité, donc axé sur les temporalités, le passé, le présent et le futur. Terre, le territoire, qui est le Togo, le littoral bien précisément. I3, et c'est le premier I, c'est l'investigation. Le deuxième c'est l'imaginaire. Non, c'est pas l'imaginaire. Alors le premier c'est innovation, pardon. Désolé. L'innovation. Le deuxième, c'est l'investigation, la démarche d'enquête temporelle. Et le troisième, c'est l'imagination, le fait de se projeter dans le futur. Et là, les élèves se sont lancés dans la démarche d'enquête temporelle. Et il y a une première phase où le présent, où les élèves ont essayé d'explorer leur territoire pour comprendre en fait les enjeux concrètement sur le territoire qui se passent concrètement concernant le changement climatique.
Et il y a eu une phase, la phase le passé, où ils ont fait un détour dans le passé pour comprendre. Mais si aujourd'hui on a le changement climatique, on a l'érosion côtière, qu'est-ce qui en est les causes en fait. Et là, c'est là où ils ont dû interroger les habitants, qui sont plus pêcheurs sur le territoire, qui ont vécu un certain nombre d'années, dénagés, pour comprendre en fait comment on en est arrivé là. Et la troisième phase, c'est la phase où ils se sont projetés dans le futur, pour proposer des solutions, pour imaginer le futur qu'ils souhaitent concrètement. Et là, la question qui était le point focal, comment gérer l'érosion côtière dans un horizon temporel de 20 ans. Et là, ils ont eu à imaginer des choses, ils ont dessiné. Des dessins ont été après analysés, concrètement, pour comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils ont proposé des scénarios d'adaptation que moi, à mon niveau, j'ai dû analyser et catégoriser. Et là, je peux dire qu'il y a 4 sortes d'adaptations, en fait. Il y a l'adaptation comportementale, où ils proposent des actions, des comportements à faire concrètement sur le territoire pour éviter dans le futur l'avancée de la mer. Il y a l'adaptation technologique, hein, bien évidemment, ça revient, mais qui est en nombre, disons, infime. Et là, ils proposent de mettre en place, par exemple, des pierres et adapter et améliorer. Parce qu'il y a une phase où ils ont fait une sortie sur le territoire. Ils ont vu les parties qui se retrouvent déjà dans la mer, là où on a positionné les épis, les digues et tout ça. Donc ils ont vu que ça ne marchait pas concrètement. Voilà pourquoi dans la phase de construction des images, dans les dessins, ils ont proposé des pierres adaptées et améliorées. Et il y a également, ils ont proposé la plantation des arbres, et ils ont présenté 2 sortes d'arbres en fait. Il y a déjà les cocotiers déjà sur le territoire, donc pour eux, les cocotiers seuls ne suffisent pas. Ils proposent des plantes qu'eux ils nomment dans une langue locale, hein, mais en français on peut le dire, ce sont des plantes indigènes en fait, qui peuvent lutter contre l'avancée de la mer. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Super, merci. Maintenant, tu parles de tes ateliers. Je vais présenter du coup un atelier, en tout cas un atelier qui m'a beaucoup plu. Ça commence par une approche qui n'est pas celle du sociologue, c'est-à-dire à savoir penser les banlieues à partir des problématiques et des problèmes du quotidien, mais plutôt penser à partir de ma perspective de designer qui a envie de réenchanter son existence. Donc du coup, ça veut dire qu'on choisit une thématique, et cette thématique c'était et si l'Assemblée nationale se déplaçait à la chicha. Voilà, c'était ça. Et si l'Assemblée nationale était à la chicha. À la chicha. Voilà, c'était ça le récit de base. On va dire, c'est un espèce de what if, mais bon, on n'est pas obligé de rentrer dans les grands mots. On a posé la problématique, et ensuite, comme je remarquais qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui jouent à Fortnite avec un ami collaborateur designer. Donc Fortnite, c'est un jeu vidéo de baston, mais qui a un mode créatif dans lequel on peut fabriquer des buildings, des trucs comme ça, plein de trucs. Et donc la première partie, une fois qu'on a défini le sujet, on écrit des histoires politiciennes à la chicha, etc. Ensuite, on va sur Miro, parce qu'à l'époque, c'était pendant le Covid, Miro, c'est une plateforme en ligne qui permet de collaborer à 5, 6, 10 personnes. Et ensuite, dans la dernière partie de l'atelier, on va dans Fortnite et on prototype les histoires, quoi. Voilà, on les prototype. Et il s'est passé quoi? T'as un exemple ça ressemblait à quoi? Bah, du coup, à la fin, t'as un monde dans Fortnite, ouais, qui a été imaginé à partir de la narration. La thématique chicha politique. Ok. Donc à la fin, tu as une histoire, tu as un débat, tu as une histoire, et tu as un monde qui concrétise entre guillemets sensiblement, comme vous l'avez dit, la thématique. Ou sinon, dans un autre contexte, j'ai travaillé en Belgique avec des artistes bruxellois qui voulaient penser le futur de l'économie artistique bruxelloise, mais détachée des subventions publiques. C'est-à-dire, autrement dit, si on n'a plus de subventions publiques, nous artistes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient?
Et moi, ce que j'ai fait là, par contre, c'est j'ai formé, j'ai formé 5 artistes au world building, appliqués au secteur artistique à Bruxelles, qui eux ensuite ont formé 20 ou 30 personnes, et ensuite ils ont fait leur propre atelier, où là du coup le vrai challenge c'était de se dire, si demain entre guillemets l'extrême droite prenait le pouvoir, nous en termes d'économie artistique, concrètement qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement, et c'était vraiment l'un des projets dont je suis le plus fier. Trop bien, merci. Jules, tu veux revenir sur d'autres projets ou sur... C'est bon. Oui. Tu veux nous parler des ateliers slam ou d'autres choses ? Je fais court. Alors, moi, j'expérimente des ateliers de slam, parce que j'aime beaucoup le slam, la poésie. Et donc, les ateliers que j'ai menés, c'était avec la Fondation Tara Océan. D'ailleurs, un atelier à l'Académie du Climat et puis un autre atelier avec l'Institut Jane Goodall. Donc évidemment, moi je travaille vraiment sur les imaginaires et les récits pour déconstruire et reconstruire notre rapport au vivant. Et donc, ces ateliers se déroulent avec une première phase où justement c'est la phase de déconstruction du récit collectif, de l'imaginaire dominant. Ensuite, il y a un partage. Moi, je partage du coup des amorces de récits que j'ai écrits à partir des faits scientifiques, à partir des connaissances, des savoirs qu'on a sur ces mondes vivants et sur surtout l'état des lieux dans lequel il est aujourd'hui. Et ensuite, je leur propose un temps de création où je leur donne quelques pistes aussi pour produire des slams, donc quelques pistes d'écriture poétique et d'écriture slam. Et ensuite, il y a un temps de production de slam où autour de, alors parfois je l'axe autour de certaines espèces donc marines, parce que moi je travaille sur l'océan. J'aime bien travailler notamment sur l'histoire des diatomées. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite algue sous-marine. C'est du phytoplancton, les diatomées. Donc c'est une algue sous-marine. Et d'abord les diatomées, ça vaut le coup d'œil sur Google quand vous rentrez chez vous ce soir, parce que c'est des algues aux airs un petit peu de bijoux qui ont des formes et des couleurs incroyables. Et qui, pour le dire vite comme ça, et c'est pas tout à fait scientifiquement vrai parce que c'est plus complexe, mais elles nous fournissent en gros une respiration sur 2. Là, vous respirez dans cette salle et vous respirez en partie grâce au végétal qui est présent sur Terre, et le végétal qui est présent dans la mer, ce sont en grande partie les diatomées, ce qu'on appelle aussi le plancton. Et donc il y a plein d'histoires à raconter. Enfin, l'histoire des diatomées, elle est super. Donc voilà, je les invite à produire des slams autour de ça. Et ensuite, on fait un temps de déclamation collective. Et puis la plupart du temps, j'essaie de monter des podcasts à partir de ces slams produits. Et pour moi, ces ateliers, c'est à la fois un temps de formation, de sensibilisation, mais aussi un temps de création et d'échange collectif dans lequel il y a un enjeu d'appropriation des nouveaux récits et de nouveaux imaginaires en lien avec le vivant et l'océan. Et puis il y a un autre type d'atelier que je teste aussi, c'est des ateliers d'écriture de scénario. Donc là, pour être plus dans la prospective pour le coup. Voilà. Et ça, alors 2 questions. On peut aller voir certains podcasts sur. Et oui, il y en a. La Fondation Tara a commencé en a publié sur son compte TikTok, je crois. Ok. Et l'Institut Jane Goodall aussi sur son site internet. Ok. Normalement. Donc c'est Et ça, tu vas analyser aussi ce qui est sorti en zoopoétique, toi, pour ton travail de recherche. Oui, et du coup, moi, ensuite, c'est une matière pour moi d'analyse, de voir les imaginaires qui sont créés. Comment est-ce que les imaginaires bougent aussi du temps du début. Enfin, au début de l'atelier, je distribue des questionnaires, en fait, à chaque participant pour essayer de sonder un peu les imaginaires. Et à la fin de l'atelier, je ressonde les imaginaires, soit sous forme de questions ou de questionnaires papier. Donc j'essaie de voir ce qui a bougé, sachant que c'est hyper difficile de mesurer l'impact des récits sur les imaginaires, parce que voilà, les méthodes pour mesurer ça, c'est très très compliqué, parce qu'on peut avoir des gens qui vont avoir envie d'agir ou être un peu transformés à l'issue d'un atelier ou d'une expérience, etc. Puis ensuite, des mois après, pour X raisons, peut-être voilà.
On vit tous dans un contexte sociopolitique hyper mouvant. Là, on voit dans le contexte dans lequel on est avec la réélection de Trump. Donc, c'est pas toujours évident pour tout le monde de maintenir tel ou tel cap, peut-être. Donc, c'est difficile à sonder, ça a l'impact, en fait, des récits. C'est toute la limite aussi. Oui, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de domaines en éducation, sur je pense, l'évaluation de l'éducation dite transformative, de la transformation des savoir-faire, des savoir-vivre. C'est assez épineux pour beaucoup de disciplines de recherche. Est-ce que vous voulez reparler, je pense, du dispositif rapidement ? Ouais. Et puis après, on passera aux questions de la salle avant de passer à la bière. Alors, nous, on a plusieurs ateliers, car on a créé plusieurs projets, donc je vais essayer de parler de tous les projets à la fois. Et du grand projet de manière générale. Notre projet était donc de créer un dispositif de médiation pour permettre de développer un imaginaire positif autour du futur à destination de collégiens principalement. Ça peut aller jusqu'au lycée, sont les projets qui sont... et on a tous utilisé des ressorts on donnait aux collégiens, à chaque participant, à chaque fois, le rôle d'acteur dans le projet. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu le disais, Simon, souvent les élèves, les collégiens, les lycéens, ils ne se sentent pas concernés et ils ne se sentent pas responsabilisés dans ce rôle d'être acteurs dans le changement, d'être acteurs dans... même de petites actions, ils ne se rendent pas compte de ce qui est possible. Voilà. Donc notre rôle, ça a été en fait de les transformer en acteurs, ne serait-ce que le temps d'un atelier, le temps d'une partie de jeu. Ça pouvait être des jeux par équipe où tout le monde travaillait ensemble dans un but commun vers le même but. Il y a eu des jeux où il fallait s'affronter. Comment est-ce qu'on dépassait les obstacles. Il y avait des ateliers, c'était même carrément des enquêtes pour comprendre les dessous de tout ce fonctionnement. Il y a des jeux où, au contraire, on allait construire et on allait voir comment on pouvait faire autrement. Et vraiment, à chaque fois, c'était responsabiliser le participant, l'élève, soit en lui donnant un rôle précis à jouer, en lui disant « voici, tu es un tel, voici ce que tu as à faire ». Comment tu le fais, soit sans lui donner de rôle particulier scripté dans le scénario du jeu, mais quand même en le mettant au centre de l'action. C'est les élèves qui faisaient avancer le jeu, et nous on était là en tant que médiateurs, on était là pour lancer les parties, on était là pour porter le sujet, relancer les discussions, et c'est nous qui avons créé les dispositifs, donc forcément on était au courant et on savait comment aller chercher les élèves quand ils avaient un peu de mal parfois à s'ouvrir, parce que c'était aussi exigeant pour eux comme projet. On débarquait, ils ne savaient pas trop de quoi on parlait, ils ne savaient pas ce qu'on faisait. Donc c'était à la fois un projet de faire s'ouvrir les élèves à nous et ensuite réussir à les mettre en situation pour qu'ils se sentent acteurs et qu'ils jouent le jeu, et ils ont joué le jeu à chaque fois. Merci. Il est déjà 20h30 et ça passe assez vite, et du coup je propose que s'il y a vraiment des questions que vous voulez poser là de manière assise et très formelle, on puisse prendre une ou deux questions si ça vous va, et sinon je vous propose assez rapidement de migrer vers le fond. Là vous voyez, enfin d'aller chercher de quoi vous sustenter. Il y a à boire, il y a à manger, et surtout pour celles et ceux qui peuvent rester parmi nous de la table ronde, qu'on puisse continuer les échanges autour d'un verre. Est-ce qu'avant de se lever et d'aller se sustenter, quelqu'un a une question Oui. Ouais, bonjour. C'est plus sur le Togo, en fait, je veux savoir si dans votre projet pédagogique, vous avez fait appel aussi à des scientifiques pour apparemment la situation, elle est pas... Enfin, ça semble compromis en fait. L'érosion, elle va pas s'arrêter. Comment en fait finalement ils finissent par se projeter dans ce futur. Est-ce qu'il y a une réponse vraiment concrète, ou est-ce que finalement ils explorent des pistes mais on sait pas trop où ça va aller, etc. Enfin, je sais pas. Alors les élèves ou les scientifiques, si j'ai pas bien compris la question.
Est-ce que ce sont les élèves? Vous parlez des élèves ou des scientifiques? La question, c'est, c'est pour ça. Oui, la question, c'est savoir dans le futur, est-ce que au niveau de la côte du Togo, est-ce que ça va continuer à s'éroder? Est-ce que vous avez été voir aussi des scientifiques pour voir ce qui allait se passer ou pas? Parce que j'ai compris que vous alliez voir des gens du terrain. Mais est-ce que vous avez été aussi voir des scientifiques pour documenter peut-être ce qui pouvait être fait, etc. Oui, effectivement, j'ai eu à rencontrer pas mal de scientifiques par rapport à ça. Là, ce qui est fait actuellement, concrètement sur le terrain, c'est la mise en place des digues, des pierres améliorées pour pouvoir arrêter l'érosion. C'est pas seulement au Togo. Disons que ce sont les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont affectés par ce phénomène. Et ils sont dans l'approche technosolutionniste actuellement. Nous, notre vision, c'est d'aller plus vers l'écologie, des solutions plus douces, des solutions naturelles concrètement. Je viens de parler, par exemple, de la végétalisation de la côte, dont les élèves en ont fait cas dans leurs dessins, bien dessinés. Et après ça, parce que après la projection dans le futur, les élèves, on a commencé, parce que l'objectif, c'est pas juste de s'arrêter à l'imagination concrètement, mais c'est d'essayer de mettre en œuvre ce que les élèves ont imaginé. Et donc une première phase, ils ont imaginé par exemple le fait de rendre d'abord la côte propre, parce que c'est leur milieu à eux. Donc il faut que la côte soit bien propre, bien évidemment, parce qu'il y a tellement de déchets sur la côte. Et donc il y a une première phase avec les habitants, en partenariat avec les habitants déjà. Ils ont fait une journée plage propre. Ils ont nettoyé la côte propre. Il y a une phase également où, parce que dans leur imaginaire, dans leur dessin, ils ont dessiné également, parce que sur la côte, en fait, il y a trois espèces de tortues qui sont en voie de distinction actuellement. Et donc, dans leur imaginaire, ils ont dessiné un futur durable où on prend soin des tortues. Et donc, avec les habitants toujours de cette côte-là, ce que ils ont fait, parce que moi j'étais pas là, je suis de retour en France, et là avec les habitants, je suis toujours en contact avec ces écoles-là. Ils ont fait une journée, lors de la journée des océans, ils ont fait la remise des bagages en mer des tortues, parce que ils ont remarqué que quand l'eau monte, il y a des jeunes tortues qui se retrouvent sur le littoral. Et donc du coup, ce qui fait que les tortues perdent en quelque sorte leur nid. Donc du coup, les élèves ont été initiés à ça, où ils ont eux-mêmes assisté à cela, et les élèves ont mis en mer des jeunes tortues qui sont déjà développées. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de rendre concret les images du futur que les élèves ont imaginé. Et le but, parce que juste, il y a une phase également que j'ai pas dit, la phase de débat où ils parlent de la justice climatique, ils sont forts dedans. Donc, on est dans cette dynamique de rendre concret les images qu'ils ont eu à élaborer. Voilà. Super, merci. Une dernière question, ouais, et puis après on ouvre on applaudit, et après on va boire des coups, et on continue les échanges de manière plus informelle. Merci, bonsoir. Je tenais déjà à vous dire merci pour tout ce que vous avez partagé, parce que tout était hyper intéressant et ça donne envie de prolonger les discussions. Et j'avais une question à Macan, je sais pas comment on dit ton prénom. C'est ça? Oui, Macan, ouais. Mais c'est pas grave. Macan, ouais, désolé, j'apprends. C'est hyper intéressant tout ton parcours et ce que tu as partagé. Et déjà, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le nom du projet dont tu parlais par rapport à Fortnite. Et le world building et le fait d'avoir cette espèce d'espace de création sur lequel vous avez réfléchi avec l'outil Miro. Miro, ouais. Oui. Et c'est quoi le nom de ce projet déjà? Juste. Il n'y avait pas de nom, c'était juste les premiers ateliers que j'ai lancés, j'ai expérimenté et ça a donné ça. Et est-ce que du coup ça a été documenté ça? Oui, oui. Trop bien. Donc on peut le voir sur internet, je sais pas où. Dans mon drive. Ouais, mais du coup c'est pas accessible publiquement, c'est ça que je veux dire. Il y a des images, mais si tu veux vraiment la démarche et tout, c'est moi qui. Non, mais est-ce qu'il y a une vidéo ou un article sur ça en fait? Il y a des articles sur ça. Ouais, c'est plus ça qui m'intéresse. Je pourrais t'envoyer ça.
Trop bien, merci. Une dernière question, après les mises en contact, on peut les faire aussi autour d'une bière. Je sais pas si tu as une question. Ouais. Bonsoir, je vais essayer de faire vite. Merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, je me pose une question, mais c'est une grosse question. Parce qu'en fait, dans le sujet de la table ronde, il y a construire ensemble. Et donc, moi, je me demande comment concrètement ça peut exister, notamment là où on est aujourd'hui à l'Académie du Clément. On sait quand même que la population qui vient ici, c'est une population blanche privilégiée parisienne. Et donc, moi, j'ai une vraie question sur ça et surtout sur comment on inclut les personnes minorisées, qu'elles soient, de manière générale, dans les récits. Et en fait, ça m'interroge d'autant plus quand j'entends que, parce que moi, je fais partie des gens qui oublient pas Macan, que pendant que l'accélération de je sais pas quoi, ça a commencé au XXe siècle, alors que concrètement, pendant l'esclavage, on a rasé des forêts pour faire des monocultures, c'est-à-dire qu'on a prototypé les champs de monoculture qu'il y a maintenant en Normandie, et qu'on a fait des génocides. Donc si les populations, si les humains font partie de la nature, ça veut dire que les génocides font aussi partie de la destruction de la planète. Donc en fait, moi je me pose la question de déjà comment la science inclut les populations minorisées dans sa réflexion, et ensuite comment on fait concrètement pour inclure des populations minorisées dans la réflexion, mais aussi dans les postes qui réfléchissent à ça. Voilà, merci. Alors du coup, je vais tenter de répondre à votre question. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé vite fait de population autochtone et changement climatique. En fait, quand on parle de population autochtone, c'est pas seulement les populations locales, hein, ce sont les personnes marginalisées, marginalisées de manière générale, voilà, dans le monde entier, que ce soit par rapport à la colonisation, par rapport aux territoires qui ont été saccagés, la plantation des cannes à sucre, etc. et tout ça. Alors aujourd'hui, avec l'UNESCO, il y a un siège qui est alloué à ces questions-là, pour pouvoir traiter ces questions-là, pour pouvoir pas indemniser, mais trouver une solution pour qu'on puisse prendre en compte ces populations marginalisées dans les prises de décision de manière générale et durable. Et là, ça va très fort, hein, parce que même dans d'autres contrées, en Amérique latine, c'est déjà pris en compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là, d'essayer de... Je viens de parler de justice climatique. Quand on parle de justice climatique, ça va plus loin. Hein. C'est pas seulement la crise, hein, les inégalités sociales. Donc je pense que actuellement, les choses sont prises en compte. Voilà, merci. Vas-y, pour compléter. Juste sur ton point, tu as tout à fait raison de le rappeler, parce que quand j'ai dit que c'était à partir du milieu du XXe siècle que l'accélération de la transformation de la biosphère s'est faite, c'était pour dire que voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu une accélération plus forte, mais tu as tout à fait raison de rappeler que dès le XIXe siècle, en fait, on commence déjà radicalement à transformer cette biosphère, et déjà même avant, parce que les sociétés humaines, depuis qu'elles existent, elles transforment en fait de par l'agriculture ou l'élevage la biosphère. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, la colonisation a eu un énorme impact. Les sociétés coloniales ont joué un rôle énorme dans cette destruction de la biosphère. Et la deuxième question, moi, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que c'est un gros défi, là encore, comment inclure tout le monde dans ces débats. Le comment, c'est la question la plus compliquée. Le comment et l'action, c'est l'action la plus compliquée, parce que au-delà de nos super énergies et de nos bonnes idées, et c'est là où, c'est pas très positif ce que je vais dire. Moi, je suis je suis pleine d'espoir, mais en même temps, on est dans un contexte local, régional, national, international, qui nous dépasse en fait. Et il y a un moment où on doit faire avec ces contraintes-là, et effectivement, la réélection de Trump, ça nous rajoute un truc. L'ambiguïté du gouvernement français et d'Emmanuel Macron vis-à-vis des sujets de transition écologique et sociétale, c'est pareil, c'est compliqué.
Donc voilà, on doit jouer avec ça. Vas-y, et puis je conclurai là-dessus. Peut-être pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut vraiment honorer la diversité, parce que dans les écosystèmes, la biodiversité, c'est ce qui permet d'améliorer la résilience d'un écosystème, et du coup la diversité, que ce soit des traditions ancestrales comme les traditions orales africaines, que ce soit les peuples amérindiens, les peuples aborigènes d'Australie, ils ont plein de choses qu'il s'agit de valoriser et qui peuvent nous inspirer. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on est ultra polarisé et où tout est segmenté, il s'agit de se mettre d'accord sur un cap commun, et ce cap, ça peut être comment le bien vivre, par exemple, comment on arrive à vivre de manière soutenable dans les limites de la planète, tout en ayant une logique de justice sociale. C'est une question vraiment vertigineuse, mais je pense qu'il faut aussi retrouver la richesse qu'on peut avoir dans toutes nos singularités. Et moi, si c'était moi, je veux même pas être inclus. Je veux pas de votre inclusion. Si c'était moi, mais c'est plus pour les autres. Du coup, c'est auto-organisation avec les gens que je connais. On s'en fout de Paris, on s'en fout de la capitale. On crée notre capitale et on s'arrange entre amis. C'était ça le projet politique de base, mais je suis un peu épuisé, donc pour l'instant j'ai mis ça de côté. Moi, si je peux compléter et conclure, parce que c'est intéressant, parce que là on touche aussi à la manière de faire ces projets et comment on les fait la géométrie de l'inclusion dans ces projets-là. Il y a quelque chose qui est imposé, on l'a vu beaucoup sur la culture actuelle de nos sociétés capitalistes et patriarcales qui font que oui, il y a des systèmes de domination qui sont en place. Moi, j'ai espoir quand même que l'éducation formelle, moi je prêche pour ma paroisse du coup, et c'est peut-être plus facile de travailler ces questions-là avec un public captif, c'est-à-dire des élèves qui viennent en classe dans une éducation formelle et obligatoire. Là, pour le coup, c'est intéressant en tant qu'enseignant de pouvoir mettre en place des projets qui essayent de définir des récits inclusif parce que en fait le public est là et que il doit être là. Et donc ça c'est toute la notion de pédagogie et de professionnalisme des enseignants qui est formidable, qui permet d'inclure autant que possible les visions diverses qu'on a dans une salle de classe. Ça c'est une chance qu'on a en éducation formelle. Et à l'Office for Climate Education on essaye d'insuffler ça, de faire ce travail qu'on fait là avec vous tous pour essayer de trouver des pratiques innovantes et qu'on pourrait réinsuffler nous avec des éducateurs avec qui on travaille en France, mais aussi dans tout un tas de pays, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Et là, on fait pas mal de coopération internationale avec d'autres pays où on va travailler à des adaptations de nos ressources qu'on crée potentiellement en France dans des pays avec des acteurs locaux. Et c'est hyper intéressant la manière de travailler ces questions-là avec d'autres cultures éducative, mais ça peut être à d'autres niveaux, national et aussi régional, parce que c'est hyper enrichissant, nous, quand on crée des ressources, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et donc voilà, c'était un peu pour conclure aussi sur... on a une diversité des inclusions sur ces questions-là, mais qui sont à la fois sur la manière dont on travaille les récits, mais aussi sur le public qu'on accueille dans ce travail des récits. Voilà, c'est un peu pour conclure aussi, donc je vous remercie énormément de votre implication et de vos... Merci au public et merci aussi à regarder ces trois collègues derrière nous qui ont œuvré depuis longtemps aussi pour cette journée, cette table ronde. Merci énormément à Laure et à tous ces étudiants pour toute l'implication et bravo à tous. Alors je vous invite maintenant à continuer à boire des coups et à aller voir le reste des dispositifs des étudiants et puis à continuer à discuter.